L'expédition d'Alger en mai-juillet 1830 a marqué un tournant dans l'histoire de France, celui du renouveau de son empire colonial après la perte de celui bâti durant l'époque moderne. Mais pourquoi est-ce vers le Maghreb, et plus précisément vers la régence d'Alger, que la France jette son dévolu? Généralement, la réponse varie selon votre interlocuteur, qu'il soit français ou algérien, qu'il mette en avant telle ou telle cause. On peut penser à la gifle du dé donnée au consul de France, ou encore à la dette de la France vis-à-vis du dé d'Alger, ou encore, pour ceux qui aiment beaucoup la compétition des mémoires, à la piraterie menée par Alger depuis des siècles. Bah si tu le dis. Et on pourrait aussi ajouter le climat politique en France. Et si je vous disais que la recherche d'une cause unique était vaine, et que même cumulées, ces raisons restent insuffisantes pour expliquer l'envoi d'un corps expéditionnaire de 35 000 hommes pour une simple opération de police? Ne doit-on pas replacer l'intervention dans son contexte international, ce qui ferait dire que la colonisation qui s'ensuit n'est pas complètement accidentelle? Wow, 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 wow. T'es à deux doigts de verser dans le complotisme là. Oui, tu as raison, je m'emballe un peu. Enfin, pas tant que ça. Il faut dire que l'histoire coloniale de la France, particulièrement en Algérie, est une histoire pleine de passion. La phase de la conquête, et plus récemment encore la guerre d'indépendance de l'Algérie, a marqué profondément les deux pays, aussi bien dans les esprits que dans les corps. C'est pour cela que je vous invite dès maintenant à faire preuve de retenue dans vos commentaires, et je vous avertis que je n'hésiterai pas à supprimer tout commentaire que je considérais comme inacceptable, injurieux ou tout simplement raciste. Ceci étant dit, plongeons-nous donc dans l'histoire des relations entre la France et le Douala al-Jazaïr, l'État d'Alger, depuis le XVIe siècle. Et avant de commencer, je remercie vivement mes camarades du label Hérodote qui ont relu ce script. Romain, de la chaîne Averroès, Ben, de la chaîne Histoire à la carte, et Nils, de la chaîne Démistif. N'hésitez pas à faire un tour sur leur chaîne, juste après cette vidéo. En 1516, la ville de Jazaïr, assiégée par les Espagnols, fait appel aux célèbres corsaires turcs Harouj et Kar ad-Din, les frères Barberousse. Après un coup d'État, Harouj puis son frère fondent Al-Jazaïr, la capitale de leur Douala, au nom du sultan ottoman Sélim Ier. Et le nouvel État doit non seulement s'imposer face aux Espagnols, mais il doit aussi lutter contre les tribus kabyles qui se sont soulevées. À partir de 1671, le gouverneur d'Alger se fait appeler Dey, chef politique et militaire théoriquement absolu. Il est secondé dans les territoires sous contrôle par des bey à Constantine, Mascara, plus tard Oran, et Médéa. Après avoir définitivement rejeté les Espagnols du territoire en 1555, Alger devient le principal port d'attache de la guerre de course, le Corso, également appelé la course barbaresque. Principale cible, les côtes et navires italiens et espagnols. Selon le chercheur Lemnoir Merouche, le Corso rapporte pas moins de 300 piastres par an au XVIIe siècle. Si la vente de captifs comme esclaves est la première image qu'on retient, les navires commerçants restent la proie prioritaire des corsaires. Pour éviter les attaques, les Européens ont deux possibilités. La première, payer un tribut à Alger. La deuxième, passer des accords commerciaux. La France choisit la deuxième option, grâce notamment à l'alliance passée entre François Ier et la Sublime Porte. Un comptoir commercial, sans doute déjà existant, est donc autorisé à El Khafa, Lacal. C'est le bastion de France. À partir de 748, les traités de Westphalie mettent fin aux guerres de religion. Les moyens militaires peuvent alors être redéployés. Par deux fois, Alger est bombardée par la flotte française en 1682 et surtout en 1689. Cette dernière intervention contraint le Dey Al-Chaban à signer un accord de paix pour une durée de 100 ans. Cet accord diplomatique octroie également l'exclusivité des échanges commerciaux entre les deux rives à une association dite d'Afrique passée entre des négociants parisiens, toulonnais et marseillais. Outre la pêche du corail, c'est le point de départ du commerce d'une denrée de premier plan, le blé. Le commerce du blé constitue alors une source de revenus importante pour la régence d'Alger, au point que le XVIIIe siècle est appelé, pour cet État, le siècle du blé. Et la France fait partie des principaux destinataires. Selon Ismet Touati,
les exportations algériennes passent de 100 000 piastres par an sur 1741-1764 à 400 000 piastres par an entre 1784 et 1792. Port de Marseille en est le principal bénéficiaire. Cette prospérité est favorisée non seulement par la guerre de 7 ans, mais également par 2 guerres russo-turques qui interrompent les approvisionnements en blé ukrainien. Ah, déjà à l'époque. Mais les principaux bénéficiaires de ce commerce restent le Dey et les Beys, tout simplement par la perception de taxes et de commissions liées à la revente du blé qu'ils ont acheté bien moins cher à leurs paysans. Et point très important, les autorités préfèrent s'appuyer sur les négociants juifs, du fait de leur statut inférieur de dhimmi, plutôt que de voir se développer une classe commerçante musulmane. De son côté, la France renforce sa présence sur la côte algérienne au XVIIIe siècle, en passant des traités commerciaux aussi bien avec le Dey qu'avec les Beys. En février 1741, l'association initiale cède le pas à une compagnie royale d'Afrique qui va prendre l'exclusivité du commerce entre les deux rives. De nouvelles concessions à Beaune et Le Colo sont octroyées, moyennant une redevance annuelle au Dey et un droit d'ancrage. Cependant, cette prospérité va connaître un coup d'arrêt en 1792 à la suite de divers événements. Tout d'abord, la déclaration de guerre de l'Europe monarchiste à la France révolutionnaire, devenue République, provoque une interruption des échanges commerciaux entre la France et la Régence d'Alger avec le blocus instauré par la Grande-Bretagne. Et pour le contourner, les familles négociantes juives des Bakri et des Busnak se révèlent indispensables. Non, c'est pas celui-là. En effet, outre leur influence dans la communauté juive algérienne, ils sont également très proches du Dey d'Alger, pour qui ils exécutent les contrats passés. Pour vous donner une idée de leur importance, selon le consul américain O'Brien, l'association Bakri-Busnak arme pas moins de 170 navires par an, ce qui est considérable pour l'époque. Et grâce à ce réseau commercial, ils bénéficient d'un réseau d'informations très large, ce qui les fait apparaître comme des négociateurs privilégiés pour le Dey auprès des puissances européennes. Parmi leurs interlocuteurs, on retrouve bien sûr la France, en particulier sous la Convention et le Directoire. Seulement, l'État français est souvent à court de liquidités, au point que la dette vis-à-vis d'Alger s'élève en 1801 à pas moins de 8 millions de francs, soit 20 millions d'euros d'aujourd'hui. Ces difficultés, couplées à l'expédition de Bonaparte en Égypte, donc contre l'Empire ottoman, manquent de rompre les relations diplomatiques avec Alger. Toutefois, en 1801, Talleyrand sollicite les Bakri pour contribuer au règlement de la paix du traité d'Amiens. En retour, l'État s'engage à lui rembourser 3,7 millions de francs, plus 1,2 million de francs versés directement au Dey. Cependant, le retour à la guerre conduit le Dey, en 1807, à céder les concessions d'Afrique française aux Anglais. Cela explique en partie l'envoi du commandant Boutin en mai-juillet 1808 à Alger pour reconnaître les fortifications de la ville par Napoléon Ier en vue d'une invasion qui n'aura pas lieu pour l'instant. Mais la Régence doit faire face à d'autres difficultés sur son propre territoire. Le premier est lié à la politique de centralisation du commerce du blé entre les mains d'Alger, c'est-à-dire directement par le Dey et ses réseaux, dont les Bakri-Busnak. En effet, la prospérité de ce commerce s'est faite de manière décentralisée et les bellicats de l'Ouest et de l'Est en ont grandement profité. En 1792, le Dey Hassan rend alors obligatoire le départ du blé à partir d'Alger. La même année, il fait assassiner le bey de Constantine qui protestait et menaçait d'insurrection. Cependant, la situation ne se calme pas et les beys n'hésitent pas à exciter la population rurale contre le Dey et les négociants juifs. Les troubles surviennent, causant une instabilité du pouvoir. Entre 1798 et 1818, pas moins de 7 Dey et 10 beys, dont 6 à Constantine, se succéderont, la plupart assassinés par les janissaires ou leurs remplaçants. En mai 1805, Neftali Busnak est à son tour assassiné et les janissaires procèdent à un raid dans les quartiers juifs. En 1817, c'est au tour de ces mêmes janissaires de voir 1200 des leurs exécutés sur l'ordre du Dey Ali Kodja, dit le fou. Et à ces difficultés politiques s'ajoutent des complications sanitaires et climatiques. En effet, les années 1786 à 1821 sont marquées par des années de sécheresse, par des invasions de sauterelles et surtout par 2 épisodes de peste extrêmement graves, dont le premier touchera l'armée de Napoléon en Égypte et en Palestine.
La conséquence est alors une forte mortalité dans les villes, une désertion des campagnes, tout cela entraînant une baisse des rendements et aggravant les troubles. Et évidemment, tous ces événements provoquent une chute des revenus de la régence et une relance de la guerre de course. Et dès 1802, malgré l'accord de paix et le règlement financier, les corsaires algérois n'hésitent plus à s'attaquer aux navires français comme aux autres. Ainsi, le regain de cette activité permet à la régence quelques revenus confortables avant de définitivement s'effondrer. Le début de la restauration monarchiste en France passe d'abord par une phase de réappropriation des anciennes colonies des Antilles et d'Afrique. Et pour les comptoirs de la côte algérienne, Talleyrand, alors ministre des Affaires étrangères, envoie un fin connaisseur de l'Empire ottoman, un certain Pierre Duval. Né à Constantinople, il a fait l'essentiel de sa carrière de diplomate dans les villes d'Empire. Avec la Révolution française, il retourne dans la capitale ottomane. En 1814, sa mission est simple, racheter le bastion de France à la Régence d'Alger et aux Anglais, quoi qu'il en coûtât. La phase suivante est le retour de la France dans la diplomatie européenne. En 1818, le congrès d'Aix-la-Chapelle réintègre celle-ci dans le Concert des Nations et la Sainte Alliance, sorte d'organisation en charge du maintien de l'ordre monarchiste en Europe. La France s'illustre alors pendant deux conflits importants, le premier en Espagne en 1823 et l'autre dans le Péloponnèse en soutien des Grecs qui se soulèvent pour leur indépendance contre la Sublime Porte en 1827 et 1829. La France est de retour sur la scène internationale et compte bien affirmer sa place dans le monde. De son côté, Alger doit faire face aux conséquences directes du retour à la paix. La marine britannique, qui domine les mers depuis la fin des French Wars, entend bien imposer en Méditerranée sa Pax Britannica. Le 26 août 1816, une flotte de 32 vaisseaux de guerre anglo-hollandais bombarde Alger et impose ses conditions. Libération de tous les esclaves chrétiens, restitution des sommes payées par les États sardes et napolitains pour le rachat des esclaves, abolition de l'esclavage des Européens et paix avec les Pays-Bas. Le traité est signé et le dey Omar Agra est assassiné par les janissaires. Il faut cependant une deuxième intervention en 1819, cette fois-ci franco-anglaise, pour imposer les conditions du traité de paix. Avec la régularité des patrouilles maritimes, la course algérienne prend peu à peu fin. Mais il ne s'agit pas seulement de mettre fin à la course. En effet, depuis la fin du XVIIIe siècle, la vision en Europe d'un Maghreb arriéré à civilisé se répand. Ainsi, l'abbé Raynal, un des principaux philosophes des Lumières, ayant dénoncé les atrocités commises par les Européens dans leurs colonies à l'époque moderne, justifie l'idée d'une intervention au nom de la civilisation des peuples. On ne verrait plus ce peuple de pirates laisser en friche une terre autrefois si fertile. Des grains et des fruits couvriraient cette plage immense. Ces productions seraient échangées contre les ouvrages de notre industrie, de nos manufactures. Les négociants d'Europe établis en Afrique deviendraient les agents de ce commerce réciproque utile aux deux contrées. De son côté, le libéral Jean-Baptiste Say préconise la fondation de colonies indépendantes dans les contrées équinoxiales les plus voisines de l'Europe en précisant dès 1819 « Lorsque les côtes de la barbarie seront peuplées de nations civilisées, industrieuses et pacifiques, la Méditerranée ne sera plus alors qu'un vaste lac sillonné en tous sens par les riches habitants qui peupleront ses rives. » Même Benjamin Constant, grande figure du libéralisme français du début du XIXe siècle, estime pour adhérer à la conquête coloniale, il faudrait qu'une colonisation incontestée, incontestable, fût le prix de la victoire. Et cette vision est aussi soutenue par les milieux économiques, en particulier du sud de la France, favorables à la fin du monopole d'État de la Régence. La conquête d'Alger et l'administration de ce beau pays ranimeraient en France le commerce, l'industrie et l'esprit d'entreprise. La France tirerait d'Alger tous les produits que peuvent donner les climats de l'Italie et de l'Espagne, joints à tous ceux des caravanes d'Afrique. Et cette impression de déliquescence chez les Européens s'explique par deux facteurs que l'on a déjà un petit peu évoqués. D'une part, on l'a dit, le territoire était très éprouvé par des sécheresses, des invasions de sauterelles ou des épidémies. D'autre part, la redécouverte de cet espace, comptant de très nombreuses ruines romaines, nourrit l'imaginaire romantique d'un monde déserté.
Et certains officiels, comme le consul américain William Shaler, pas celui-là, toujours pas, n'estiment en 1226 la population d'Alger qu'à 1 million d'habitants. Un chiffre très contesté par les historiens qui estiment la population à 3 ou 5 millions d'habitants, avec de très fortes disparités entre les régions. Nous avions laissé nos négociants Bakri-Busnak en 1802 avec le règlement d'une partie de la dette. Eh bien, les revoilà à la fin de la guerre avec cette fois une facture de 24 millions de francs. Hein? Autant? Mais comment ça se fait? En effet, ce montant comprend plusieurs choses. Tout d'abord, la part restée impayée ainsi que ses intérêts, les opérations commerciales réalisées entre-temps ainsi que les pertes dues à la guerre, la saisie d'une partie des richesses des Busnak-Bakri par le Dey, et enfin certains créanciers un peu douteux. Par convention de 18 octobre 1819, la dette est ramenée à 7 millions de francs. Le 24 juillet, la Chambre vote enfin le règlement. À un détail près, c'est que sur ces 7 millions, 2,5 sont réservés au paiement des procès qui pourraient être intentés, ce que le Dey n'avait pas forcément prévu. Et on le comprend. Et nos négociants juifs non plus, ce qui conduit Jacob Bakri en 1824 à contracter un emprunt auprès des Britanniques afin de faire face au manque à gagner. Reste que cette situation crée de grosses tensions entre le Dey et les Bakri, le premier accusant les deuxièmes d'être en collusion avec les Français. Et c'est là qu'on retrouve notre consul, Pierre d'Aval. Et il faut dire que la personnalité du consul, hautaine et clivante selon ses propres contemporains, est très loin d'apaiser les choses. Si Duval parvient à redonner à la France sa place diplomatique auprès d'Alger, en revanche sur le plan commercial, le monopole coince toujours. À partir de 1826, les relations ne font que se dégrader entre Paris et Alger. Le Dey exige non seulement le départ de Duval, mais également le paiement des sommes restantes. Or, le gouvernement français, du fait de la Convention de 1819, estime ne plus rien devoir au Dey et exige même des réparations pour fait de piraterie. Pourtant, si la France estime l'attitude d'Alger hostile, aucun ultimatum n'est alors envoyé. Le 30 avril 1827, pour marquer la fin du mois de Ramadan, le corps diplomatique est invité à la Casbah par le Dey. C'est à cette occasion que, n'appréciant pas le comportement de Duval devant ses exigences réitérées, que le Dey aurait perdu son sang-froid en le soufflant de son chasse-mouche. La conséquence est immédiate. Rappel de l'ensemble du corps diplomatique et instauration d'un blocus des ports algériens. Une opération visant à intimider et exiger des excuses, mais qui a un coût. Celui de l'entretien de la flotte et de ses pertes, et le mécontentement des milieux économiques méridionaux, dont le commerce s'interrompt de fait. Et si la question des dettes et de l'attitude du consul joue beaucoup dans la crise, il en est une autre, qui est souvent passée au second plan, mais qui a son importance. En effet, il existe des projets d'extension des concessions d'Afrique, en particulier à Lacal et à Bonn. En avril 1824, Duval transmet aux Affaires étrangères dans un rapport ses propositions. Constituer autour des magasins de l'ancienne Compagnie royale d'Afrique à Lacal une espèce de régime colonial agrandi de nouvelles concessions de territoire. Pour Duval, sur la côte des concessions, la terre en grande partie vierge et couverte d'une population qu'on encouragerait facilement au travail peut renfermer et amener à leur degré de perfection un grand nombre de productions des deux mondes, notamment le coton, dont les essais de culture ont entièrement réussi. Car Duval est un grand partisan du développement du coton en Méditerranée, dont la culture est largement dominée par les États-Unis et l'industrie par les Britanniques. L'idée gagne en popularité dans l'administration centrale puisque, en septembre 1825, c'est la direction du commerce du ministère de l'Intérieur qui soutient l'idée d'une extension territoriale des privilèges commerciaux français avec la fondation d'une colonie agricole. Anticipant la décision politique, Duval lance des travaux de fortification de Lacal contre les traités de paix, ce que va lui reprocher le Dey d'Alger lors de la réception. Et après l'épisode précisément du chasse-mouche, la première décision du Dey est de raser les défenses de la possession française. Pour David Todd, ces projets entrent dans la tentative de réinvention de l'impérialisme français après l'échec des colonies à l'ouest. Surtout, le duc de Polignac, devenu chef du gouvernement à l'été 1829, reprend à son compte le projet de 1824.
Il déclare, en mai 1830, « De tous les projets, celui qui conviendrait le mieux à la France serait qu'elle gardât Alger pour le coloniser. Cet espace de terrain, renommé en partie par sa fertilité, pourrait nourrir plusieurs millions d'habitants. Il y a donc bien des projets de colonisation par acquisition, reposant à la fois sur des ambitions économiques et des ambitions d'ordre politique. » Très éclairant politiquement, le duc de Clermont-Tonnerre remet en octobre 1827 un plan d'action militaire au roi Charles X. Les buts, au nombre de 4, sont clairement exposés. Réparer l'outrage aux représentants diplomatiques, faire cesser le blocus trop coûteux au bénéfice d'une position dominante en Méditerranée méridionale, profiter d'un bénéfice politique dans le cas d'une victoire électorale à la Chambre des députés prévue en 1828. Si le résultat glorieux vient couronner cette entreprise, ce ne sera pas pour le roi un léger avantage que de clore la session et de demander des députés à la France les clés d'Alger à la main. Enfin, il ajoute une dimension religieuse, bien que reléguée à l'arrière-plan. Et ce bénéfice doit se répercuter dans sa dimension diplomatique. En dehors de la Grande-Bretagne, soucieuse de maintenir son hégémonie maritime, mais totalement paralysée par la mort de son roi Georges IV, et de l'Espagne, totalement incapable d'intervenir quoi qu'il arrive, personne ne s'oppose à l'intervention française. Pour beaucoup de petites puissances, c'est l'occasion rêvée de mettre fin au versement des tributs à la régence d'Alger. Les Russes, eux, sont plutôt favorables puisque ça met à la fois en difficulté les Britanniques et les Ottomans. Quant aux Autrichiens, ne voulant froisser personne, ils ne font rien. Et les Prussiens? Les Prussiens, on s'en fiche. Mais pourquoi avoir attendu presque 3 ans avant d'agir? Eh bien, pour une raison très simple. En effet, la flotte française, victorieuse à Navarin le 20 octobre 1827, devait être stationnée jusqu'en 1829 en attendant le retrait définitif des troupes ottomanes du Péloponnèse. En août 1829, le prince ultra-royaliste Jules de Polignac prend le pouvoir et cherche une solution diplomatique. La France soutient en effet depuis plusieurs années l'émancipation du pacha d'Égypte Mohamed Ali et pousse à la création d'un grand royaume maghrébo-syrien, Alger comprise, indépendant du pouvoir ottoman et francophile. Mais devant l'échec du projet, Polignac annonce devant la Chambre des députés le 6 février 1830 son intention de lancer l'opération militaire contre Alger, malgré le vote à une large majorité de la défiance à l'égard du gouvernement le 18 mars. Le 10 mai, le général de Bourmont, ministre de la guerre et chef de l'expédition, fait une proclamation aux soldats, initiant ainsi la phraséologie laïque de la colonisation. La cause de la France est celle de l'humanité, visant la libération des populations de la tyrannie et de la barbarie. Le 14 juin, malgré le temps difficile, le débarquement a lieu à Sidi Ferruch. En à peine 3 semaines, le corps expéditionnaire bat les troupes du Dey. Le 5 juillet, la convention de reddition est signée et l'information parvient à Paris le 9. Le 14, Bourmont est fait maréchal. Cependant, le bénéfice politique est loin, très loin d'être concluant. C'est un euphémisme. En effet, la dissolution de la Chambre le 16 mai, au moment même où partait la flotte, a donné une très large majorité à l'opposition libérale à l'issue du scrutin du 19 juillet. La suite est connue. Dissolution le 26 juillet de l'Assemblée, restriction du corps électoral et suspension du régime de liberté de la presse provoquent l'insurrection. Charles X, contraint à l'exil à l'issue des Trois Glorieuses, ne peut donc tirer aucun profit de l'opération. Et pas seulement d'un point de vue politique. Car un des attendus de la prise d'Alger, c'était précisément la saisie du trésor du Dey, estimé devant les députés à 150 millions de francs, soit plus ou moins 400 millions d'euros actuels. Or, selon des recherches menées en 1955 par Marcel Emmerich, seuls 55 millions de francs sont enregistrés dans les caisses de l'État par le baron Louis, ministre des Finances de Louis-Philippe. Une commission est alors constituée pour savoir où est passé le pognon et notamment prouver la corruption des agents de Charles X. Et l'un des membres, nommé Flandin, découvre alors que, effectivement, une partie du pactole a été détournée par Charles X, mais aussi par Louis-Philippe, et mis directement dans sa cassette personnelle. Flandin, soucieux de mettre en avant cette information, est plusieurs fois menacé et condamné. En 1848, la monarchie de Juillet s'effondre au profit de la Seconde République. La préfecture de Paris reprend l'enquête et en 1852, elle découvre
que 80 millions de francs ont été grossir la fortune de la branche déchue, à savoir les Orléans, c'est-à-dire la famille de Louis-Philippe. Et comme les biens de ce dernier ont été confisqués sous Louis-Napoléon Bonaparte, eux-mêmes confisqués par l'État français en 1870, eh bien on peut raisonnablement penser que aujourd'hui, ces fameux 150 millions de francs issus de la Casbah appartiennent dans le patrimoine matériel et immatériel de la France. On peut donc conclure à 4 motifs principaux justifiant l'invasion par la France de la régence d'Alger. Le refus de régler la dette vis-à-vis du Dey par la France, en entretenant les mésententes entre les créanciers juifs et le Dey, et une bonne dose de mauvaise foi, la volonté d'expansion précoloniale des concessions d'Afrique présente non seulement dans les milieux libéraux, mais aussi l'administration centrale, le tout nourri par une vision biaisée de la situation réelle des territoires, l'affirmation d'une position diplomatique dominante en Méditerranée, surtout vis-à-vis de la Grande-Bretagne, enfin, répondre à l'agitation politique en France par un succès militaire du pouvoir à l'extérieur. Les intérêts géopolitiques et économiques sont donc au cœur de la décision de l'invasion. On ne peut donc pas résumer ce qui s'est passé à une simple opération de police qui dérape. Alors évidemment, certains aspects que j'ai évoqués sont polémiques et ils ne manqueront pas de susciter la discussion. Encore une fois, restez raisonnable dans vos commentaires et ne cédez pas aux injures. Par ailleurs, l'influence des idées des Lumières dans le rôle civilisateur de la France est une donnée encore relativement récente dans l'historiographie. Par ailleurs, la synthèse écrite par Antoine Lilti permet de saisir la complexité de l'histoire de la pensée coloniale, mais c'est un sujet que nous traiterons un peu plus tard. Héritière de cette situation, la monarchie de Juillet va très peu hésiter quant aux suites à donner, suivies en cela par les régimes qui lui succèdent. Toujours est-il que 1830 marque bel et bien le réel début du renouveau de l'empire colonial français. Une histoire de 130 ans s'ouvre alors en Algérie, une histoire douloureuse et dont les plaies, à l'image du discours du doyen de droite nationaliste de l'Assemblée nationale en juin 2022, ne sont toujours pas refermées, même de ce côté de la Méditerranée. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des informations sur un sujet très complexe, très polémique, très passionné, aussi passionnel. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour soutenir mon travail, n'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu, à partager, à vous abonner, c'est très important. Vous voyez que je suis de retour, c'est un vrai plaisir aussi, et j'espère que je pourrai vous produire de nouveaux épisodes très prochainement avec un rythme un peu plus régulier. Voilà. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne fin de soirée, ou ce que vous voulez, et je vous dis à la prochaine.